Olá, hoje nós temos a Bonjour, imensa aujourd'hui satisfação nous avons l'immense plaisir de de iniciar commencer o nosso notre programa do programme segundo du congresso deuxième congrès Médico Espírita Médico-Spirit da de Associação l'Association internationale Médico-Spirit com o avec le professor professeur Alexander Moreira Almeida. Alexander Moreira Almeida. É realmente um C'est vraiment privilégio un ter privilège de conosco vous avoir avec nous para pour ouvrir la iniciar essa programmation programação. de O ce congrès. professor Alexander Le Moreira professeur Almeida Alexander é Moreira Almeida est professor médecin, titular de chargé psiquiatria, de cours é en também diretor psychiatrie. do Il Núcleo de est également Pesquisa em directeur du Centre de Desenvolvimento e recherche en Saúde da spiritualité et Faculdade de santé Medicina na à Universidade l'Université de Federal de Juiz de médecine Fora, no Brasil. de l'Université É fédérale de presidente da Juiz de Fora au seção Brésil. de Il est président espiritualidade da de Associação de la section de Psiquiatria la da América Latina spiritualité de e l'Association de é psychiatrique d'Amérique ex-presidente latine das et sessões ancien président des sections de de religion, psiquiatria da spiritualité et Associação psychiatrie Mundial de de Psiquiatria l'Association e mondiale de da Associação psychiatrie Brasileira de et de Psiquiatria. l'Association Ele brésilienne de concluiu seu psychiatrie. pós-doutorado Il a em complété sa recherche de neurociência e postdoctorat mestre na en religion et Academia santé dos auprès Estados de Unidos l'Université de e Duke é en Caroline reconhecido du Nord aux États-Unis internacionalmente et il est como reconnu pesquisador na internationalement área da comme chercheur dans le espiritualidade e domaine saúde. de Então, nós spiritualité et temos santé. o imenso prazer Nous avons de donc passar l'immense a plaisir palavra de passer ao la Dr. parole Alexander au docteur Moreira Alexander para dar Moreira início ao Almeida programa pour l'ouverture deste de la ano. programmation de cette Com année. vocês, professor Je Alexander vous passe la Moreira. parole, professeur Alexander Moreira Olá, Almeida. Sônia. Olá a todos que estão nos assistindo. Bonjour Sonia, Muito bonjour à obrigado tous ceux qui pela nous suivent. oportunidade Merci de estar beaucoup aqui pour cette compartilhando opportunité com d'être ici vocês, présent avec les interessados pela collègues et amis exploração da intéressés à explorer filosofia cet da aspect fondamental de la vie que é a humaine qu'est espiritualidade. la Um dos spiritualité. pontos muito importantes Un que a des gente points vai très importants que nous allons tenter d'explorer as ici experiências est qu'est-ce espirituais que ces que sempre expériences aconteceram na história spirituelles da qui se humanidade sont toujours dizem produites dans l'histoire de sobre l'humanité sobre o que é o disent ser sur ce humano qu'est l'être e o humain que nós somos, e et sur especialmente ce o que nous que é sommes, a nossa et plus mente, esse particulièrement, eu qu'est-ce que notre que esprit, pensa, ce que moi, sente, ce que qui sonha, pense, que tem qui desejo. ressent, qui E fait existe preuve de volonté, uma qui a du discussão désir, se qu'est-ce que c'est? realmente este Il y a cérebro toute une é discussion, cet esprit simplesmente est-il un produit du produto das cerveau, funções des elétricas do fonctions nosso électriques cérebro, et ou será chimiques de que há notre algo cerveau, além disso? ou bien Esse vai ser est-il a quelque nossa chose discussão de au-delà hoje. de E tout esse é um dos cela? maiores Donc, ce sera le problemas sujet da de notre filosofia discussion e da d'aujourd'hui. ciência Et c'est un des desde a plus grands Grécia problèmes de la Antiga. philosophie et de la Muitas science depuis la discussões, Grèce desde antique, Demócrito, de nombreuses Platon, discussions depuis Sócrates, Démocrite, Platon, Aristóteles Socrate, até os dias de Aristote, hoje, jusqu'à explorando aujourd'hui, essa ont grande exploré ce divide que grand existe abîme entre a mente e o qui cérebro. existe Nós vemos parfois entre le as mental et le funções cerveau. Lorsque nous elétricas, voyons le as cerveau funções fonctionner, les químicas, activités e do électriques, les outro lado fonctions nós temos a chimiques, et de consciência, l'autre o nosso côté, nous avons la sentimento, conscience, ce que moi tem qui ressent, qui desejos, pense, qui voit, sentimentos, qui a des etc. désirs, E a des experiência sentiments, objetiva etc. que você vê no cérebro C'est-à-dire e a l'expérience subjetiva objective qu'on qual voit é dans a le cerveau relação et la entre essas subjective. duas, né? Quelle est Esse la é um dos relation entre pontos ces deste choses? livro que a Pour gente ceux vai qui voudraient approfondir, nous explorar avons nessa notamment un nossa livre aula e ici também que nous avons édité il y a quelques années aux éditions uma parte Springer. desse conteúdo La também majeure está partie na de ce edição contenu de ce livre a aussi été publié en portugais dans la revue de vários psychiatrie fascículos de clinique de l'USP, 2014, dans plusieurs fascicules de gratuitamente 2013 et para quem quiser. 2014, disponibles E gratuitement pour ceux qui basicamente, le ao souhaitent. longo dessa história, pelo menos no Et Ocidente, essentiellement, au long de existem cette duas histoire, du moins en posições Occident, il y fundamentais. a deux Uma positions posição que a gente fondamentales. chama de dualista. Une Dualista position porque tem définie comme duas dualiste, coisas dualiste car il y aurait deux essenciais. choses, Seria a deux matéria substances fondamentales, ou a qui seraient la mente. matière et São l'esprit, coisas ou l'esprit distintas. et le cerveau A mente comme deux seria choses uma distinctes, coisa, o c'est-à-dire cérebro que seria l'esprit outra, serait une o cérebro chose, seria le cerveau instrumento, serait autre um chose. filtro Le que cerveau serait permitiria a un instrument, un manifestação da filtre, mente neste permettant la mundo material manifestation que de nós l'esprit vivemos. dans cet environnement Uma segunda matérialiste dans proposta, lequel que é nous a vivons. proposta monista Une seconde materialista, proposition est la monista porque existe proposition apenas uma moniste substância, matérialiste. materialista porque essa Moniste parce substância qu'il é a n'existe qu'une matéria, seule e substance, et dans le cas reducionista no présent sentido de matérialiste parce que la reduzir a substance mente serait la à uma matière, função et cerebral. réductionniste dans le sens où elle réduit William l'esprit James, à la médico, fonction cérébrale. filósofo, fundador da Selon William psicologia James, científica nos Estados médecin, Unidos, philosophe et fondateur de ele la chamava psychologie de scientifique aux produção, États-Unis, né, il appelait ça la produção do théorie de la cérebro. production. E a outra Donc le seria cerveau a produit função de l'esprit, et transmissão l'autre do serait filtro le para a cerveau manifestação aurait da une mente. fonction de Isso é um pouco transmission, mais un difícil filtre de pour la entender, manifestation de conceituar. l'esprit.
Et ces deux propositions ont été les deux positions principales au cours des millénaires. Fréquemment, il est affirmé comme un fait scientifique que nous savons déjà que le cerveau produit l'esprit. Par exemple, Francis Crick, grand chercheur qui a étudié l'ADN, qui a élaboré un modèle de l'ADN, il a écrit dans un livre dans lequel il dit que vous, vos joies, tristesse, mémoire, ambition, votre sens d'identité personnelle, votre libre arbitre, en réalité, ne sont rien de plus qu'un comportement, un vaste ensemble de cellules nerveuses et de ces molécules, c'est-à-dire que nous ne sommes juste un tas de molécules s'agitant dans le cerveau. C'est une vision matérialiste, il n'y aurait rien au-delà de ça. Le grand questionnement concernant cette proposition, c'est que nous avons les neurones et subitement nous avons la conscience. C'est un problème qu'on nomme, d'après le philosophe David Chalmers, la lacune explicative, the explanatory gap, c'est-à-dire qu'il existe une lacune entre ce que vous voyez du cerveau et la conscience. Nous n'arrivons pas à expliquer avec cette vision matérialiste comment cela se produit. Ce dessin humoristique en fait une blague. Le cerveau, la magie, la conscience. Immédiatement, une question surgit. Est-ce qu'on peut revoir le truc encore une fois? Parce que quelque chose est proposé comme une chose évidente, mais personne ne comprend comment ça se passe, si tant est que cela se produise ainsi. Ce qui est intéressant, c'est que pour expliquer cette lacune ou pour affirmer cette position supposément scientifique, beaucoup de scientifiques disent « Écoutez, nous savons déjà que le cerveau génère l'esprit, de la même façon que le foie sécrète la bile, de la même façon que… » Et on continue en faisant diverses métaphores d'organes qui produisent une quelconque substance, une quelconque fonction, quelque chose de cet ordre. Et on le pose ainsi comme si c'était une grande nouveauté. Mais en réalité, ce modèle d'analogie et de métaphore n'est pas récent, du XXe ou du XXIe siècle. L'historien de la philosophie Saulo de Freitas Araújo montre que c'est un modèle récurrent depuis le matérialisme français au XVIIIe siècle. Depuis 1700 ans, ça fait au moins 300 ans. Et cette stratégie rhétorique existe encore de nos jours, de dire la chose suivante. Voyez, la science prouve clairement que le cerveau génère l'esprit, bien qu'on ne montre jamais exactement comment cela a été prouvé. Et quand on pose la question, ces analogies, ces métaphores sont utilisées. Mais quand on pose la question, ok, mais comment est-ce que le cerveau, et quelle évidence concrète avez-vous que le cerveau génère vraiment la conscience? D'une manière générale, on entend dire la chose suivante. Écoutez, nous faisons beaucoup avancer la science en ce moment et très bientôt, on va l'expliquer. C'est juste là au coin de la rue, la réponse. Cette stratégie de renvoyer au futur a été appelée par le neurophysiologiste prix Nobel John Eccles et par le philosophe de science Karl Popper le matérialisme prometteur. D'une promesse que je paye, que je donne au matérialisme en espérant qu'il repaye à un moment ou à un autre. Mais en réalité, cela n'est jamais vraiment expliqué. C'est une prophétie, une croyance, qu'un jour cela sera solutionné. Mais cela fait 300 ans que nous attendons la solution. Sans cesse annoncé, le génome va le démontrer, l'imagerie cérébrale va le démontrer, le connectome va le démontrer, et nous sommes toujours à attendre que cela se produise. D'une manière générale, quand on demande quelles évidences, quelles preuves ai-je que nous ne sommes qu'une action physico-chimique du cerveau, que le cerveau génère ce que nous sommes, l'esprit, la conscience. 3 modèles de preuves sont essentiellement proposés. Premièrement, les corrélats neuronaux, c'est-à-dire je pense à l'amour que j'ai pour ma femme et j'ai une activation cérébrale. J'ai une perception de douleur, une autre activation cérébrale. Ainsi, on en déduit que la cause finale de cette expérience se trouverait dans le cerveau. La deuxième grande source de preuves dans ce sens serait les lésions cérébrales. Le cas classique de Phineas Gage, ouvrier aux États-Unis qui a eu une lésion, une barre de fer a traversé son crâne au niveau du lobe frontal et il a survécu. Sa personnalité a été énormément modifiée. Cela a altéré sa personnalité. Et nous savons d'Alzheimer que la personne subit des dommages dans la mémoire d'autres fonctions mentales. Dès lors, si mon cerveau est lésé et qu'une fonction donnée n'est plus manifestée,
il est entendu que la cause finale de cette fonction se trouve dans le cerveau. Et enfin, l'idée de la stimulation cérébrale. Si je stimule une zone cérébrale, je peux provoquer une expérience hors du corps, par exemple. Alors, ce serait une preuve, selon certains, que toute expérience hors du corps serait liée à une stimulation de cette zone cérébrale. Ou bien, je donne un traitement médicamenteux et la personne hallucine de manière similaire. La question est que, en réalité, ces trois découvertes peuvent être expliquées par le modèle de la production, qui dit que le cerveau produit l'esprit, mais aussi par le modèle du filtre. On peut faire une bonne analogie avec la télé, l'écran par lequel vous me voyez actuellement, d'un smartphone, d'un ordinateur ou de la télé. Lorsque j'étais enfant, je pensais que les personnages des dessins animés, les personnages des films habitaient à l'intérieur de la télé, parce que je les voyais dedans. En grandissant, j'ai découvert qu'ils ne vivaient pas là, du fait que cet appareil de télé n'était qu'un récepteur d'un produit qui était fabriqué ailleurs. De même, que pouvons-nous comparer? Le cerveau peut. Prenons les trois situations ici et comparons le cerveau à une télévision, par exemple. Les corrélats neuronaux. Le corrélat neuronal va démontrer ce qui suit. Cette zone du cerveau est liée à cette fonction, mais cela ne veut pas dire que c'est la cause finale. Dans la télévision, je vais effectivement trouver une relation entre les images que je regarde et l'activité des circuits de la télé. Mais cela ne prouve pas que la cause finale du programme que j'assiste se trouve à l'intérieur de la télé. Cela prouve seulement que pour voir ce programme à la télé, j'ai besoin de ce circuit. Maintenant, si je laisse ce circuit, si j'abîme ce circuit, si je détruis ma télé, je vais affecter ma capacité à voir le programme. Mais cela ne détruit pas le programme. De même, si vous n'aimez pas ma présentation et que vous cassez la télé ou le smartphone ou l'ordinateur, je vais tout de même continuer à exister et le programme court que vous regardez va continuer à exister et pourra être revu sur d'autres instruments, d'autres outils. Et enfin, la stimulation cérébrale. Stimuler une aire démontre uniquement que cette aire est liée à cette expérience dans cette situation, et non pas que ce soit sa cause finale. Par exemple, si je stimule mon lobe occipital, je peux voir des lumières, mais cela ne veut pas dire que la lumière que je vois ne pourrait pas avoir une origine externe, que tout soit juste une illusion, une création de mon cerveau. C'est-à-dire que ces phénomènes de corrélats neuronaux, lésions cérébrales et stimulation du cerveau ne permettent pas de déterminer si le cerveau est un instrument de manifestation de l'esprit ou si le cerveau produirait effectivement l'esprit. Ceci est très important. En réalité, c'est reconnu depuis des siècles. Beaucoup d'auteurs y ont travaillé. William James le disait lui-même. Tous ces faits peuvent être expliqués par une théorie ou par l'autre. Un autre cas très intéressant, Wilder Penfield, un des plus importants pionniers de la neuroscience, étudiait le cerveau de personnes vivantes pendant des chirurgies, des neurochirurgies pour l'épilepsie. La personne éveillée, consciente, mais anesthésiée localement, il stimulait des zones du cerveau pour voir quelles fonctions elles avaient, pour définir exactement où il devait opérer. Il était moniste au début, matérialiste, mais après des décennies d'études, des centaines de patients examinés, en stimulant le cerveau, il est devenu dualiste, en ce qu'il a dit. Écoutez, il n'existe aucune aire du cerveau qui, si on la stimule, va amener la personne à avoir une idée, une réflexion profonde. Il n'y aura rien de tout cela. Je suggère que ces fonctions supérieures ne sont pas liées spécifiquement, ne sont pas produites par une simple activité cérébrale. Le titre de son livre est Mystery of Mind. Ce livre de Penfield vaut la peine, tout cela pour démontrer que ces supposées preuves que le cerveau générerait l'esprit sont très fragiles. Elles ne permettent pas de séparer une hypothèse de l'autre. Une autre idée également fausse est que toute personne bien instruite accepte le matérialisme, le physicalisme, le monisme matérialiste, que tous ceux qui ont étudié le prouvent.
En réalité, c'est complètement faux. Il y a une longue tradition de philosophes et de scientifiques aux visions non réductionnistes, non physicalistes. En réalité, ces visions étaient prédominantes jusqu'au milieu du XIXe siècle, dès Pythagore, Socrate, Platon, Aristote, en passant par des fondateurs de la psychologie scientifique comme William James ou le fondateur de la méthode scientifique Francis Bacon. J'ai mentionné Penfield, j'ai évoqué John Ecclest, qui est neuroscientifique au prix Nobel, divers autres philosophes contemporains également. En réalité, il y a une vision bien différente de ce qu'on imagine parfois comme une unanimité de cette perception. Par exemple, Charles Sherrington, pionnier important dans les neurosciences, qui a découvert la fonction des neurones, avait aussi une vision non physicaliste. Même actuellement, des psychiatres. Voici une recherche que nous avons menée parmi les psychiatres du Congrès brésilien de psychiatrie, 600 psychiatres. Nous avons demandé s'ils considéraient que l'esprit, le moi, est un produit de l'activité cérébrale et la réponse a été moitié-moitié, un peu plus de la moitié et ont répondu oui. Cela démontre que même entre psychiatres, médecins qui étudient spécifiquement le mental, le comportement, il n'y a pas cette unanimité comme on le prétend si souvent. Un autre fait très intéressant, nous avons fait une étude pour savoir comment les principales revues de psychiatrie générale du monde abordaient ce problème esprit-cerveau, cette relation. Intéressant, c'est que malheureusement, il y avait peu d'articles sur la question esprit-cerveau spécifiquement, mais ces quelques articles étaient publiés par des auteurs très importants. Chaque article avait fait l'objet d'un nombre important de citations, environ 100 citations par article. Cependant, malheureusement, la majorité de ces articles présentaient beaucoup de fausses représentations et descriptions du problème, sans représenter ce qui s'étudie réellement dans le domaine. Un thème très commun est la critique très brutale du dualisme. Par exemple, que l'idée dualiste est une croyance superstitieuse et qu'aucune personne bien instruite ne l'accepte. C'est évidemment faux. Nous avons montré comment beaucoup de personnes bien instruites acceptent cette idée. Ensuite, l'idée que le dualisme, ce dualisme cartésien, séparerait de manière radicale l'esprit de l'âme, l'esprit du corps, ne permettant pas l'interaction de l'esprit avec le corps. Le phénomène de la psychosomatique, par exemple, qui valorise les émotions, etc. Ceci est bien évidemment également faux. Descartes proposait déjà un dualisme interactionniste dans lequel l'esprit influence le cerveau influence l'esprit, les émotions chez tout le monde, un dispositif de relation esprit-cerveau. Une autre donnée souvent affirmée, que la question esprit-cerveau a déjà été prouvée, que le physicalisme est la vérité scientifique, nous avons vu que cela est également erroné. Finalement, on dit « cela est prouvé, point final », et on passe à la suite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion sérieuse sur le sujet. On dit également que la majeure partie des psychiatres acceptent le physicalisme, ce qui n'est pas vrai non plus. Nous l'avons montré également. Ainsi, il y a d'autres aspects ici très biaisés sur ce point. Le grand problème, le grand risque dans le milieu académique est de clore prématurément une question. C'est un grand défi depuis des millénaires du point de vue philosophique scientifique. La question esprit-cerveau, faussement, hâtivement, prématurément, se referme. La question est déjà résolue, le physicalisme est vrai, point final. Cela empêche une véritable exploration du sujet. Ce que nous proposons en réalité est un pluralisme théorique, c'est-à-dire, comme nous n'avons pas du point de vue scientifique une explication unique qui rende compte et acceptée amplement par les universitaires, il faut qu'il y ait une liberté pour présenter plusieurs possibilités, plusieurs hypothèses explicatives, plusieurs candidats à paradigme. Et la science doit tester ces options pour savoir quelles sont les meilleures, à l'opposé d'une vision dogmatique de prohibition. Par exemple, une vision spiritualiste de l'être humain ou une vision dualiste que nous serions plus que notre corps
et que nous pourrions avoir de la conscience, un esprit indépendant du corps, de la matière, qui peut interagir. C'est une position légitime qui peut et doit être discutée académiquement. L'autre point que j'aimerais souligner, que je trouve très important, les personnes confondent naturalisme et physicalisme. C'est-à-dire, si je comprends naturalisme comme une étude de la nature, de ce qui existe, je ne suis pas nécessairement physicaliste, n'est-ce pas? Le physicalisme est un postulat qu'il n'existe que de la matière, des forces physiques, des particules dans l'univers, et tout doit être expliqué à partir de ces particules et forces physiques. Le physicalisme n'est pas essentiel à la science. En réalité, la science a été créée, même la science moderne. Tous ceux qui ont créé la science moderne, Francis Bacon, Kepler, Newton, Galilée, Robert Boyle, aucun d'eux n'était physicaliste. Pasteur dans la microbiologie, aucun n'était physicaliste. Donc, le physicalisme n'est pas une composante nécessaire de la science. Il ne provient pas d'évidence scientifique. C'est un postulat légitime qu'une personne peut avoir, mais elle ne peut imposer ce postulat à toutes les personnes. Il existe ce que nous nommons le scientisme-matérialisme, qui est justement de présenter le matérialisme, le physicalisme, comme un fait scientifique et plus, qu'il explique toutes les choses, y compris le sens existentiel, l'éthique, tout découle de cette explication purement matérielle. Nous devons faire très attention à cela. Il faut avant tout en science avoir une humilité intellectuelle, reconnaître que nous ne connaissons pas toutes les composantes de l'univers. Une chose que l'on apprend en étudiant l'histoire de la science, c'est l'humilité intellectuelle. Très fréquemment, des scientifiques à différentes époques pensaient qu'ils avaient découvert tout ce que l'univers avait à dire. Par exemple, Lord Kelvin, à la fin du XIXe siècle, disait que la physique, que la science avait découvert tout ce qui existait dans l'univers et qu'il ne manquait plus que quelques petits ajustements. Quelques années après, Einstein a introduit la relativité et ainsi de suite. C'est pour cela qu'on appelle kelvinite cette maladie de Lord Kelvin, cette arrogance. À vrai dire, qui d'entre nous peut réellement, en parlant sérieusement, dire qu'il connaît tout ce qui existe dans l'univers? Que l'univers n'a rien, aucun autre élément, aucune autre possibilité qui n'aurait été déjà explorée? Dire et faire une croyance de tout ce qui existe, c'est très compliqué. D'autres auteurs et moi-même proposons l'idée d'un naturalisme étendu. Qu'est-ce que c'est? L'idée que la nature serait composée de matière, comme nous la connaissons, mais également d'esprit. L'esprit serait un autre élément irréductible qui ne pourrait être réduit à aucun autre élément matériel. Thomas Nagel, un des principaux philosophes contemporains de l'esprit, dans un livre édité par l'Oxford University Press intitulé Mind and Cosmos, parle ainsi. Peut-être que l'ordre naturel n'est pas exclusivement physique. La conviction qui me guide est que cet esprit est un aspect basique de la nature. On peut l'appeler intellect, âme, esprit, peu importe. Il existe un soutien indépendant pour cette étape vers une telle conception élargie de la réalité. Ainsi, c'est une des possibilités et nous y travaillons, et certainement aussi la majorité des participants à ce symposium. Selon cet aspect, nous avons déjà commenté ce qui pourrait nous donner des preuves plus claires et solides de cet esprit comme quelque chose d'indépendant de la matière. Nous avons vu que ces trois preuves que le cerveau générerait l'esprit, en vérité, ne séparent pas une vision physicaliste et une vision non physicaliste. Ce qui peut nous aider en réalité, en grande partie, ce sont les expériences spirituelles ou religieuses. Parce que ces expériences sont, toujours ou presque, liées à une idée de transcendant. Dans l'idée de spiritualité, dans le concept fondamental de spiritualité, il existe un transcendant, une réalité transcendante, une nature transcendante de nous-mêmes qui transcende, va au-delà de ce monde matériel physique qui nous entoure. Et ce contact avec le transcendant vient des expériences spirituelles, par exemple d'une expérience de mort imminente, une expérience hors du corps, de vision,
au lit d'un mourant, la vision d'une personne décédée, l'expérience d'un contact avec Dieu ou des êtres spirituels. Ceci existe dans toutes les cultures, dans toutes les traditions. En relation à ces expériences, il y a deux approches. L'une plus matérialiste, réductionniste, qui dit « ces réalités, ces expériences n'ont pas de réalité ontologique ». Une personne dit qu'elle a eu un contact avec une dimension transcendante, qu'elle s'est vue hors du corps ou qu'elle a parlé avec un membre de sa famille déjà décédé. Ceci en soi ne peut pas s'être produit. Elle peut avoir interprété, mais cela n'existe pas dans la réalité. Ontologiquement, c'est faux. D'une manière générale, quelle est donc l'attitude? On ignore. C'est ce qui s'est passé une bonne partie du XXe siècle. La psychologie, la médecine et même la science et la religion ont ignoré ces expériences spirituelles. Elles pointent du doigt ce transcendant ou ont donné des explications disqualifiantes. C'est explain away, c'est-à-dire je donne une explication qui explique et discrédite. Par exemple, c'est une erreur perceptuelle, une hallucination, une distorsion cognitive, une nécessité psychologique, une peur de l'abandon, une construction socio-culturelle. Ces explications peuvent en effet expliquer en partie des expériences spirituelles, mais la question est-ce qu'elles expliquent toutes les expériences spirituelles sans résidu? Le matérialiste est obligé d'expliquer cela ainsi parce qu'en principe, il lui est interdit de penser à la réalité ontologique de ces expériences. G.K. Chesterton, penseur catholique du début du siècle passé, disait ceci: le matérialisme restreint la personne parce qu'elle est obligée nécessairement de ne voir en toute expérience spirituelle qu'un aspect physique, tandis que la personne spiritualiste peut aussi bien considérer ce phénomène comme une hallucination, une illusion, mais qu'elle n'est pas fermée à la possibilité d'une réelle expérience transcendante. Dès lors, celui qui est limité dans ses options et dogmatiquement fermé à l'intérieur d'une opinion préconçue dans ce cas, c'est bien souvent le physicaliste. Alors, le non-physicaliste imagine que ces expériences peuvent avoir une réalité ontologique, sans nier les autres possibilités explicatives. Mais il peut aussi considérer leur réalité ontologique. Nous pensons que ces expériences spirituelles qui suggèrent cette transcendance peuvent être une base empirique pour tester ces hypothèses que l'esprit est au-delà du cerveau. En réalité, c'est une longue tradition de recherche en ce sens, comme cet article de notre ami Carlos Alvarado, montrant qu'une grande quantité de chercheurs et de scientifiques de haut niveau ont, dans les 150 dernières années, étudié ces phénomènes spirituels, précisément en soulevant la possibilité d'en discuter, d'indiquer une dimension extra-physique de l'être humain. Parmi eux, des lauréats de prix Nobel, comme Charles Richet, le couple Curie, Henri Bergson, Lord Rayleigh et bien d'autres. Le plus intéressant, c'est que ces expériences de transe médiumnique ont joué un rôle important pour comprendre l'esprit. Beaucoup d'idées d'aujourd'hui, le mental, inconscient subliminal, la dissociation, l'hystérie, ont surgi à partir d'études sur ces expériences spirituelles et de transe. Ici, deux livres classiques, From Mesmer to Freud et The Discovery of Unconscious, qui abordent ce thème souvent méconnu par beaucoup dans le domaine de l'histoire de la psychologie et de la psychiatrie. Comme je l'ai dit, William James dit que la théorie de la transmission, que le cerveau n'est qu'un filtre pour la transmission du mental qui provient d'une autre source, c'est la meilleure explication comparée à l'hypothèse de production que le cerveau produit. Il dit que cette théorie de filtre explique bien mieux cette foison d'expériences spirituelles ignorées dans une vision matérialiste. Il dit une vaste classe d'expériences qui sont difficilement expliquées par la théorie de la production, ces phénomènes obscurs et exceptionnels qui ont été rapportés à toutes les époques au cours de l'histoire humaine, il y en a toujours eu. Il n'y a aucune culture humaine qui n'ait rapporté ces expériences. Conversion religieuse, guérison instantanée, prémonition,
apparition dans la période précédant la mort, vision ou impression de clairvoyance, et une vaste gamme de capacités médiumniques, expériences très paradoxales et qui n'ont pas de sens dans la théorie physicaliste de la production, mais qui s'emboîtent naturellement dans l'autre théorie. Il nous suffit de supposer une continuité de notre conscience, c'est-à-dire la science ne peut plus fermer les yeux sur ce qu'une certaine hypothèse, en l'occurrence la physicaliste, n'est pas capable d'expliquer. Je ne peux retoucher la réalité pour qu'elle s'adapte à ma théorie. Je dois étendre ma théorie pour l'adapter à la réalité. Sinon, c'est comme le lit de Procuste où je dois couper les jambes de la personne pour qu'elle tienne dans le lit. Nous devons y porter attention. Au contraire de ce qu'on imagine, il y a beaucoup d'études publiées académiquement dans des revues de qualité sur les expériences suggestives de la conscience, plus que sérieuses. Voici une révision systématique que nous avons effectuée, une analyse de littérature où nous identifions plus de 2000 articles sur ces diverses expériences de mort imminente, hors du corps, médiumnique, fin de vie, souvenirs de vie passée. Ces expériences ont été publiées dans des articles. Le plus intéressant, le facteur d'impact des revues qui ont publié ces articles est similaire à celui d'autres domaines plus conventionnels. Donc, il existe un vaste portefeuille de recherches nécessaires. Nous allons le voir ici que le domaine le plus étudié est l'expérience de mort imminente. Ces différentes expériences de mort imminente, hors du corps, médiumnique, de vie passée supposée, il y a plusieurs explications possibles. Fraude, hallucination, distorsion cognitive, activité mentale inconsciente, perception extrasensorielle, comme la télépathie et la clairvoyance, ou une indépendance réelle de l'esprit en relation au cerveau. Maintenant, nous allons passer rapidement sur certaines de ces expériences. Ici, une expérience de mort imminente sur laquelle nous avons deux articles, l'un du professeur Peter Fenwick et l'autre de Mario Beauregard et Nathalie Trent von Heisler, qui discutent de l'intérêt des expériences de mort imminente pour notre sujet. Pourquoi? Eh bien, dans des situations comme un arrêt cardiaque, par exemple, ou dans des situations cliniques très graves, où le cerveau n'est pas oxygéné adéquatement, ne reçoit pas le glucose en quantité adéquate, où le cerveau ne fonctionne pas, comme durant un arrêt cardiaque, le cerveau est dans un état isoélectrique. Selon l'hypothèse physicaliste, si c'est le cerveau qui génère la conscience se retrouverait donc très réduite, voire abolie, dans le cas d'un arrêt cardiaque. Pourtant, de nombreux patients mentionnent qu'ils étaient non seulement lucides à ce moment-là, même plus lucides que dans les conditions habituelles. Et le plus intéressant, c'est que ces expériences ne dépendent pas de la croyance, de la religion, d'un trouble mental, d'une hypoxie, de la quantité de médicaments utilisés. Rien de tout cela n'explique l'occurrence de ces expériences. Une autre donnée très intéressante, c'est que ces expériences sont transculturelles. Tout au long de l'histoire de l'humanité, Gregory Schuchman a publié récemment un livre qui analyse depuis les peuples de l'Antiquité, indigènes de différentes régions du monde, des récits très semblables aux expériences de mort imminente et qui démontrent que cela n'est pas qu'une simple construction sociale. Le plus intéressant, c'est qu'il y a de nombreux récits de perception véridique, c'est-à-dire la personne décrit des choses qui se sont effectivement produites dans l'environnement, par exemple pendant l'arrêt cardiaque. Elle décrit ce qui a été dit, les mouvements des personnes, des objets présents, choses auxquelles elle ne pouvait avoir accès avec un cerveau non fonctionnel. Et elle dit qu'elle a vu tout ça d'au-dessus, généralement depuis le plafond, de cette perspective. Ainsi, c'est une preuve très intéressante, suffisamment forte, sur la persistance de la conscience. Un autre fait très intéressant, une étude a comparé la qualité de ces souvenirs d'EMI.
entre le souvenir d'un événement réel qui s'est produit et le souvenir d'un événement imaginé. Voilà ce qui s'est produit. Pour les personnes qui ont fait une expérience de EMI, ces souvenirs ont plus de vigueur, plus de vivacité et de caractéristiques de mémoire réelle que les souvenirs d'événements réels. Ceci est lié avec la notion qu'ils ont d'une mémoire hyper réelle, plus réelle que la réalité. C'est la notion qu'ils ont perçu une réalité authentique du monde à ce moment-là. Dès lors, une preuve de plus qui suggère que ces souvenirs ne sont pas de simples produits de l'imagination. Passons à présent à un autre type d'évidence comme les expériences médiumniques, où les personnes rapportent des perceptions, des visions ou d'être sous le contrôle d'une entité, d'une personnalité désincarnée. Tout d'abord, diverses études que nous avons faites et d'autres penseurs montrent que les personnes qui ont des perceptions visuelles, auditives et des transes médiumniques n'ont pas une santé mentale compromise. Au contraire, la santé mentale de ce groupe est meilleure que celle de la population générale. Ce ne sont pas des psychotiques. Selon les cadres très contrôlés des psychoses, il n'y a pas de lien entre l'intensité de ces phénomènes et la maladie mentale. Au contraire, ces études démontrent que plus ces expériences étaient fréquentes, meilleure était la santé mentale de ces personnes. Voici une autre étude très intéressante, toujours de notre groupe, coordonné par Julio Pérez. Nous analysons le cerveau de médiums en train de psychographier. Nous avons analysé le contenu du message et l'activité du cerveau durant la psychographie, et aussi lorsque le médium était dans un état normal de conscience, en écrivant un texte. Ce qui a attiré notre attention, c'est que pour les médiums les plus expérimentés, le texte psychographié était plus complexe, et cela a été analysé par un spécialiste de la langue portugaise. Les textes étaient plus complexes que les textes écrits dans un état normal de conscience. Si ces textes avaient été produits par le cerveau, nous aurions obtenu une activation cérébrale plus importante. Pourtant, nous avons observé exactement l'inverse. Chez les médiums les plus expérimentés, pendant la psychographie, il y a eu une baisse d'activité de l'activité cérébrale dans diverses zones importantes de l'élaboration du discours et de la pensée rationnelle. Ceci est compatible avec l'affirmation des médiums qu'ils ne sont pas les auteurs du message communiqué. Il y a diverses études également sur le contenu des expériences médiumniques. Est-ce que je peux expliquer tous ces résultats par la fraude, la coïncidence, le hasard? Voici une révision que nous avons faite il y a quelques années qui montre un niveau assez solide d'informations véridiques sur la personnalité du défunt, inconnu du médium, transmise dans des expériences médiumniques. En outre, le médium montre parfois des capacités qu'il n'a pas apprises, mais compatibles avec la personnalité décédée qui se communique, que ce soit une capacité à la peinture, un style littéraire, par exemple Chico Xavier, médium brésilien, qui avait un bas niveau d'instruction, a publié des centaines de poèmes, de dizaines de poètes, et des études académiques ont montré un haut degré de similitude stylistique et de profondeur du style en chacun de ses poèmes. Souvent même, le style calligraphique était lui aussi similaire. Il y a des études récentes, une révision systématique publiée cette année, avec une méta-analyse, des études bien contrôlées sur la communication médiumnique. Basiquement, le médium, lorsqu'il donne une information médiumnique sans contact avec le proche, le consultant, de manière à ce qu'aucune information ne puisse lui être transmise. Ce consultant évalue les informations qui lui sont arrivées et des informations contrôle pour d'autres personnes. Mais il ne sait pas de qui proviennent ces informations, lesquelles lui sont destinées et lesquelles ne lui sont pas destinées. Dans ce type d'évaluation en aveugle, utilisant des proxy seaters, qui sont des assistants par procuration, cette révision systématique de 18 études a trouvé un effet d'ampleur suggérant qu'en moyenne,
Ces études, les mieux contrôlées, indiquent un niveau de réussite au-dessus du pur hasard. C'est-à-dire, dans ces études bien contrôlées avec une évaluation en aveugle, etc., le taux de réussite est statistiquement significatif au-delà du simple hasard. C'est donc une donnée intéressante. Nous avons aussi des études plus détaillées, des études qualitatives en profondeur, par exemple, sur les lettres de Chico Xavier. Voici par exemple une étude dans laquelle nous avons étudié 13 lettres de Chico Xavier attribuées à la même personne décédée. Il y a eu 99 items vérifiés. Les informations dans la lettre, le nom des personnes, des lieux, des fêtes, etc. La majorité de ces items n'avaient pas été communiqués au médium. Et malgré cela, il y a des réussites claires et précises en très grande majorité. Dans une autre étude parue récemment dans une revue de psychiatrie importante, nous avons étudié dans une autre situation une autre lettre psychographiée et nous avons ici également un degré de précision depuis la description de l'accident subi par la personne, des faits particuliers de l'enfance, du défunt, des faits en relation à son père, données que, bien souvent, pas même le proche présent à la réunion ne connaissait. Donc, le sujet mérite une analyse. C'est une donnée supplémentaire sur les expériences médiumniques qui suggère que la conscience est réellement capable de se manifester après la mort du corps physique. Dans une autre ligne d'étude, voici un article qui vient d'être publié d'un étudiant en doctorat de médecine de notre groupe, Lucas Moraes, et d'autres étudiants en médecine, ainsi qu'un universitaire de l'État de Virginie, une analyse documentaire des articles scientifiques publiés dans des bases de données académiques reconnues sur les expériences de prétendues vies passées, plus précisément d'enfants qui prétendent avoir des souvenirs de leur vie passée. Ces études, en quantité importante au cours des 5 dernières décennies, sont également publiées dans différents types de revues académiques. De manière générale, ces études se réfèrent à des enfants qui disent se rappeler d'une vie passée dès qu'ils ont su parler. Ils ont commencé à évoquer leur vie passée. En moyenne, ils font 20 affirmations sur cette vie, fréquemment liées à une mort violente, et l'enquête permet de recouper des informations véridiques. Ce sont des cas qui ont été vérifiés. Il y a une grande fréquence de cas vérifiés, véridiques. Et également, ces enfants, c'est un fait très important, ont des phobies et des peurs inexplicables par rapport à la vie présente, mais qui sont compatibles avec l'expérience qu'ils ont eue dans la vie passée prétendue. Certains ont même des troubles de stress post-traumatique sans qu'aucune expérience traumatique ait été rapportée dans cette vie. En plus d'avoir des traits de personnalité, des préférences et des aversions liées à la vie passée, ils peuvent aussi avoir des marques et des défauts de naissance en relation avec ces souvenirs, notamment le mode de décès. Par exemple, la personne est morte avec une balle dans le cœur et l'enfant naît avec des marques sur la peau très compatibles avec le rapport d'autopsie de la personne qu'il prétend avoir été dans sa vie passée, bien qu'il n'y ait jamais eu de contact entre eux. Ce sont des données également très intéressantes dès lors qu'on évoque l'existence de la conscience, la survivance de la conscience au-delà de la mort physique. Parallèlement à cela, des faits ont été publiés sur des expériences comme la perception extrasensorielle, la télépathie, la clairvoyance, la perception d'objets à distance. Et dans cette analyse du professeur Edsel Cardenia de la Lund University en Suède, publiée dans l'American Psychologist, principale revue de la American Psychological Association, il a analysé la littérature disponible et a conclu l'évidence de la réalité de ces phénomènes et qu'ils ne sauraient être facilement expliqués par une fraude, des problèmes de méthodologie ou autre. En vérité, l'évidence de ce phénomène est comparable à celle d'autres phénomènes en psychologie, et il serait très difficile d'expliquer par la seule activité cérébrale des neurotransmetteurs la capacité télépathique ou de clairvoyance,
la perception sensorielle à distance. Pour cela, beaucoup d'auteurs, et nous en faisons partie, proposent une vision plus large de la nature de l'être humain. Dans ce sens, un manifeste pour une science post-matérialiste, la science ne doit pas se limiter au matérialisme. Une donnée importante est qu'il n'est pas question de nier ce que démontre la science matérielle, les données matérielles. La question est que cela n'est peut-être plus suffisant. Il faut une étude élargie à tous les aspects de la conscience. C'est un grand appel. Donc pour conclure, il existe d'importantes objections philosophiques et empiriques aux visions matérialistes réductionnistes qui disent que le cerveau génère l'esprit. Il n'existe pas de preuve définitive en science, nous le savons, dans n'importe quel domaine. En physique, en chimie, il n'existe pas de preuve. On doit réunir les preuves, rassembler les preuves en faveur d'un côté ou de l'autre. Il nous semble, de manière suffisamment solide, que les faits dont j'ai présenté ici un bref panorama suggèrent vraiment que l'esprit est une chose au-delà du cerveau, qu'il peut persister, perdurer au-delà du cerveau. D'un point de vue scientifique, ce problème reste ouvert. Alors, nous défendons la possibilité que le mental, l'esprit, l'âme, soit un élément fondamental et irréductible de l'univers. Nous devons, dans un cadre et un environnement académique sérieux, de recherche de la vérité, avoir la liberté de travailler et améliorer des candidats au paradigme, sans dogmatisme ou intolérance. Séparer la vraie science d'un dogmatisme d'apparence scientifique. Nous proposons dans la science une compétition darwinienne de paradigmes, c'est-à-dire que le plus apte doit survivre, sans exclure a priori les concurrents. Il faut étudier toutes les possibilités pour expliquer par exemple l'esprit humain. Ces expériences spirituelles et bien d'autres doivent toutes être menées et testées avec toute la rigueur possible. Les évidences empiriques, scientifiques doivent prévaloir sur les théories et les idéologies. Pour cela, nous devons inclure toutes les données de l'expérience humaine et ne pas amputer l'expérience humaine pour s'en tenir uniquement à ce qui convient à notre propre théorie. Je vous remercie. Ceux qui souhaitent avancer un peu plus dans cette discussion sur la science et la spiritualité, nous avons une chaîne YouTube dans notre groupe de recherche appelée TV Nupes. Voici l'adresse, la chaîne est bilingue, portugais et anglais, avec des centaines de vidéos de chercheurs de différents domaines sur la question de science, spiritualité et santé. Vous trouverez ici aussi nos contacts, nos réseaux sociaux, que nous actualisons en permanence avec de nouvelles informations de recherche, d'études et de réflexion sur la science et la spiritualité. Merci beaucoup.